bien hautes, parce qu'elles vont servir, même des fois en paille encore en plus, elles vont servir à garder le maximum au chaud, entre guillemets, ils n'ont pas trop faire geler. Mais il faut savoir que l'hiver, l'activité bactérienne diminue, et tout diminue d'autant. Donc en fait, on va se retrouver quand même avec des eaux qui vont être propres, mais avec une activité beaucoup ralentie. Mais ça fonctionne quand même. Bon, après, je ne suis pas scientifique. Hein. Là, je suis au top de mes capacités de retranscription de ce que j'ai appris. Voilà, là, je suis à peu près au taquet quand même. Hein. C'est pareil, les charpentiers, excusez-moi, mais je ne vais pas vous inonder de choses que vous ne connaissez déjà. Tout ce que je vais vous dire, je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, c'est juste pour vous donner quelques repères profanes, mais qui sont quand même un peu documentés parce qu'on l'a fait. Et c'est vrai qu'une phyto, enfin, au début, rien que le mot, moi, me faisait peur. Je dis, oh là là, en fait, c'est archi simple. Et franchement, c'est juste des graviers avec des plantes dedans. En plus, c'est des plantes qui ne sont pas du tout, c'est très rustique, c'est des plantes qui poussent comme du chien dent. Il faut même souvent les démarier. Ça, c'est un boulot. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il faut y aller, même des fois à la pioche ou quoi, pour les démarier. Et donc, ceux qui veulent faire des phytos, en général, ils n'ont pas besoin de payer des plants. Il faut juste un copain qui a une phyto avant. Et il dit, bah écoute, je te les récupère, je viens les démarier. Et là, on est tout content. Il y a des gens qui viennent faire le boulot et qui repartent avec leurs plantes. Parce que c'est un gros boulot. Démarier, c'est les désherbés, tu sais, c'est les dédoublés. Voilà, les dédoublés, c'est ça. Parce qu'en fait, ça sert à ne pas saturer le bassin, parce que s'il y a trop de plantes, après elles sont complètement coincées et il faut quand même réguler la population, c'est ça. Il faut que le contexte, en fait, soit anaérobie pour que ça marche bien. Il faut qu'il y ait de l'air. Voilà. Donc c'est vraiment ce... Et encore une fois, les toilettes sèches, le truc, c'est que moi j'aime bien les toilettes à eau, parce que c'est vachement pratique quand même. Hein. Tirer la chasse et plus s'en occuper, c'est quand même pas mal. Le gros problème, c'est que c'est la deuxième source de pollution des nappes phréatiques. Je vais essayer de me mettre sur ça, j'en ai marre de tourner le dos. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça qui est important. Enfin, l'enjeu de ce truc-là, c'est pas un truc de bobo écolo qui s'ennuie, quoi. C'est parce que derrière, l'agriculture, c'est la première source de pollution des nappes phréatiques, et juste derrière, c'est nous. C'est nos toilettes à eau. Parce qu'il y a les fameuses bactéries dans nos petits intestins qui sont tout à fait bien dans nos intestins, mais qui s'appellent les coliformes, et qui n'ont rien à faire dans les nappes phréatiques, rien. Et le problème, c'est que les stations d'épuration ne savent pas éradiquer 100% des coliformes fécaux. Donc avec la quantité qu'elles traitent, je vous laisse imaginer ce qui sort d'une station d'épuration. Je crois qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des stations d'épuration qui arrivent à un résultat proche de 100%. Mais c'est les dernières stations ultra high-tech, etc. Je ne vous parle pas du parc des stations d'épuration actuelles, quoi, parce que là, c'est juste... c'est d'ailleurs pour ça qu'après, on met des produits pour livrer de l'eau dite potable, parce qu'on veut être sûr qu'il n'y a pas de problématique bactériologique au niveau de l'eau. Ça va, vous voyez le truc? Donc en fait, la seule solution pour éradiquer ces bactéries-là, puisque c'est des bactéries anaérobies, et bien le fait d'aller dans les toilettes sèches, ben les bactéries, il n'y a plus d'eau, donc elles disparaissent. Le fait d'avoir les toilettes à eau, ben, elles continuent leur vie, puisqu'elles sont encore dans l'eau, dans un milieu qui leur correspond. Donc c'est vraiment l'enfance de l'art. Vous voyez, c'est tout à l'heure, pour les maisons bioclimatiques, c'est oh là là, le soleil ça chauffe, on va orienter nos maisons au soleil, on va avoir chaud. Là, c'est ah bah tiens, oh là là, les bactéries, des matières fécales polluent l'eau. Ah ouais, les bactéries elles vivent comment? En milieu anaérobie. Bon, bah, on va faire nos matières sur un milieu sec et c'est réglé. Et on s'est aperçu, c'était fou quoi, parce qu'on était dans les années 2000. Moi, c'est ça qui m'a scié, quoi, c'est de voir que dans les années 2000, on arrivait à trouver des solutions aussi simples que ça. Ça m'a... Je veux dire, dans les années 2000, vous regardez les BD des années 70 qui projetaient l'an 2000, on voyait des vaisseaux spatiaux, on voyait des trucs incroyables. Non mais, moi je me suis retrouvé dans les années 2000 et on se retrouve dans des histoires où il faut résoudre des problématiques de base, comme l'habitat, ou gérer ces matières avec des solutions comme ça, quoi. C'est, ah bah tiens, mettons-nous au soleil pour avoir chaud, vous voyez? Ou tiens, bah faisons une litière, organisons des litières comme on faisait pour les chèvres ou pour les... Enfin, vous voyez, on ne le faisait pas pour nous, même les paysans de l'époque, ils allaient dans des cloaques, et d'ailleurs c'était des traumatismes de folie. On a des générations chez nous, des personnes de cette génération-là, qui étaient au départ, mais ultra résistantes à l'idée des toilettes sèches, parce qu'elles se faisaient l'idée des cloaques au fond du jardin, ultra traumatisant, parce que c'était d'abord horrible, ça sentait une odeur infecte, etc. Ça existait. Et ça existait, voilà. Vous êtes sans doute peut-être de cette génération. Et nous on en a, voilà, vous avez connu ça. Et ça, quand on parle de toilettes sèches, les gens, ça vrille le cerveau,
ah, je vais me retrouver dans des trucs comme ça. Pour les gens, les toilettes sèches, c'est un retour À la en arrière préhistoire. chez les grands-parents ou arrière-grands-parents, comme chez mon grand-père. C'est ça, c'est ça. C'est un peu peau de bête, quoi. Non, mais c'est pas du tout la même chose. Alors pas du tout. Et du coup, et le simple fait, nous à l'époque, pour apprivoiser un peu l'idée, le fait d'avoir mis les toilettes sèches ici, on se réunissait là, les gens ont commencé, il y avait des gens qui ne voulaient même pas y aller. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement traumatisés qu'ils se débrouillaient. On les voyait pas, et puis ils se débrouillaient, puis à un moment donné, ils se disaient, bon, ceux qui sortent des toilettes sont vivants, ils ont l'air d'avoir le sourire. Non mais c'était ça, hein. Non mais c'était le truc, vous savez, ça s'apprivoise quand on a connu des choses, etc. Il y a un peu des traumatismes, quoi. Et c'est ça qu'il faut aussi respecter, c'est-à-dire que c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est pas du tout comme c'était il y a 60 ou 70 ans ou 80 ans, et que l'eau, c'est pas une bonne façon de gérer nos matières. C'est pas une bonne façon. Il faut éviter ça. Est-ce que tu penses que sur un immeuble avec autant d'habitants, on peut reproduire la même chose aussi? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliards d'euros et de dollars de ressources, d'intelligence, les projets X de Google, les SpaceX de machin, les milliards qu'on dépense à de la recherche et du développement pour penser des choses, puis a priori aller faire un pique-nique sur Mars, ça m'intéresse moyen, tu vois. Voilà. Moi j'aimerais que cette intelligence-là, parce que je sais qu'il faut de l'intelligence, tu vois, pour vraiment penser les choses de A jusqu'à Z, comme il faut. Les mecs qui dépensent voilà, la Google Car, tu vois, pour les... Moi je me sers de map quand je vais en ville à Paris, ça c'est juste... Enfin, moi je suis totalement bluffé par Google Maps. Ça me laisse... Tu vois, mais les mecs là, il y a du jus de cerveau, il y en a beaucoup, quoi. Et il y a de l'ingénierie derrière. Moi je veux qu'on mette des moyens pour résoudre la question dont tu me parles. Bon, alors comment on fait pour se taper? Parce que les mecs qui ont fait Google Maps, ils ont dit ça. Ils disent, bon, alors comment on fait pour cartographier le monde entier? Et comment on fait pour mettre ce qu'il faut pour que tout le monde sache? Et moi, je vais regarder même, quand je me fais mon parcours, quand je sais pas où je vais sur Paris, vous savez, on a les photos. Vous l'avez vu, ça, les Street View, les machins. C'est colossal. Ben, un petit peu de cette énergie-là, pour résoudre la question des toilettes sèches en ville, je te garantis qu'on la résout. Et c'est pas moi qui ai la solution. Par contre, je sais que la problématique, elle existe, que les deuxièmes sources de pollution des nappes phréatiques, c'est pas du peut-être, ça c'est vrai, et qu'il faut juste de l'énergie grise, pour le coup, pas que des eaux, pour traiter le problème. C'est tout. Et est-ce que ça va être la tournée des éboueurs qui évolue? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la solution elle existe. Et il y aura peut-être une solution par type de ville ou par... J'en sais rien. Ouais, peut-être on fera les ressources, peut-être là il y a de la biomasse, peut-être là il n'y en a pas, peut-être là il y a des volcans qui vont servir à je sais pas quoi. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on on a la matière pour optimiser et pour apporter des réponses à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, moi, mon gros truc, c'est que nous, on fait ça avec des bouts de ficelle. On est 50 pauvres malheureux, là, à bricoler avec rien. Alors, on n'est pas du tout malheureux, c'est pas ce que je dis. Mais en termes de... Non, mais en termes de ressources, tu vois, on est là, on galère, quoi. Là, pour nos toilettes sèches, à Litière, il faut encore qu'on ait un tracteur avec une bennette. Il a fallu penser à comment on fait pour que ce soit quand même pas trop la folie pour les gens de vider son seau, tu vois. Donc du coup, les gens, là, ils font quand même, t'en as qui se tapent 60 mètres avec un seau à la main pour vivre la cohérence de ne pas avoir de toilettes à eau chez eux. Ça le fait, mais c'est pas non plus, tu vois, on pourrait faire mieux, quoi. C'est sûr. C'est à quelle fréquence pour une maison? Bah, ça dépend de la taille de ton seau. Aussi. Ouais, tu vois, non mais on arrive à des trucs. Non mais on arrive à des trucs comme ça, toi, tu dis mais attends, mais waouh, on est en 2016, maintenant on n'est même plus en 2000, quoi, tu vois, on est en 2016. Et ça, alors heureusement qu'on n'a pas attendu. Moi c'est pour ça que moi je suis content de vous voir aussi nombreux. N'attendez pas, quoi. Faites-le, vous n'allez pas bien faire, vous n'allez pas faire au top de ce qu'on pourrait faire. Mais allez-y, parce que si on avait attendu, il n'y aurait pas d'école, puisqu'une école privée hors contrat, faut pas attendre. Hein. Et pareil pour un éco-village. Un éco-village, si vous attendez que les pouvoirs publics, les bailleurs sociaux, les machins, là ils commencent à s'y mettre. Parce que derrière le hameau de Buis, maintenant, il y a Colibri qui envoie du lourd, il y a de la pédagogie, il y a de la com, il y a des gens, et on commence à avoir une oreille attentive de certains acteurs qui commencent à dire « Ah ouais, tiens, les oasis, c'est pas mal. » Bon. Mais n'attendez pas pour autant. Hein. À un moment donné, moi je suis très content qu'on soit quand même dans un pays qui nous permette de transgresser sans qu'on soit menacé d'aller en prison. Donc on peut s'appuyer quand même sur voilà, le fait de créer quelque chose. Chez nous, c'est pas puni trop, quoi. Des fois si on fait vraiment des bêtises, mais globalement on peut créer quelque chose qui semble être meilleur que ce d'où on vient
Et a priori, même si on va jusqu'au tribunal, il y a des chances pour, si on se défend bien, on fasse évoluer la loi. Donc c'est quand même un bon terreau, quoi. Donc on n'est pas obligé d'être tout le temps le poing levé à râler. Il faut dire, ok, je veux bien râler, mais cette énergie de l'insatisfaction, on peut la mettre aussi au service de quelque chose de créatif. Parce qu'on les connaît maintenant avec Internet et tout ça, on sait, enfin on peut trouver. Si on ne sait pas, demain vous pouvez trouver. Donc nous c'est vraiment ce qu'on a fait, on n'a pas fait mieux, mais c'est juste ça, c'est de ne pas attendre que ça vienne du bailleur social ou des machins. Et effectivement nos limites elles sont sociales parce que du coup il faut de l'argent pour vivre dans une maison comme ça et ça c'est notre crève-cœur, mais c'est comme ça pour l'instant. Et demain peut-être qu'à force qu'il y ait des projets comme ça, les bailleurs sociaux vont dire oh mais c'est vachement bien, les maires ils vont dire oh mais c'est super, moi je veux une oasis dans ma ville, et peut-être que là on commencera à avoir un accès qui sera différent, qui va commencer à évoluer vers plus de social, où on n'aura pas besoin de balancer un billet de 100 000, même si je le revois à la sortie, pour vivre simplement. En plus je balance de l'argent, mais derrière je vide mon seau, donc vous voyez c'est pas non plus un truc super confortable, où on n'a pas de la domotique, ou un bouton, c'est pareil, pour se chauffer on n'appuie pas sur un bouton ici, vous l'avez compris. C'est toute une phase de réappropriation d'un usage qu'on ne connaît pas puisqu'on ne vit pas dans des maisons bioclimatiques. Donc c'est vraiment un changement de vie, un changement d'échelle, un changement de perception de même la façon que j'ai de vivre sur un lieu, comment je m'inscris dans ce lieu et comment je m'inscris dans cette maison qui finalement est ma troisième peau. Donc en été, je vais l'utiliser d'une certaine manière, en hiver aussi, à mi-saison aussi, enfin, c'est tout ça qui bouge. Et une fois qu'on a vidé son seau, ça part où? Ah bah alors, une fois qu'on a vidé son seau, ça part à une plateforme de compostage, et là ça reste tranquille pendant 2 ans. Parce qu'en fait on n'a pas justement les moyens techniques de faire un super compost, ça commence. Mais là on est en phase d'expérimentation, mais jusqu'à présent, on avait donc une bennette, tu sais, les bennettes de tracteurs agricoles, là, qu'on met derrière le tracteur, donc on a trafiqué, on a transformé en grosse boîte. Donc on a surélevé, on a mis une boîte comme ça, donc tu vides ton seau dedans, c'est étanche. Donc au moins là, l'inspecteur il vient voir, ben, ça coule nulle part. Hein. On vide là-dedans, on nettoie son seau par-dessus et tout ça, on revient avec un seau propre chez soi et la vidange est dans la bennette. Et quand la bennette est pleine, je viens installer mon tracteur et puis je vais dans la plateforme de compostage définitif. Où là, c'est un espèce de pied, tu sais. Par contre, il est couvert derrière, il y a un toit. Parce que l'inspecteur, quand il est venu, ça, il s'en foutait un peu. Hein. Il connaissait très bien, il dit attendez, vous épurez des eaux grises, vos résultats, je ne vais même pas les voir, je sais que vous allez être de qualité baignable, ça ne m'intéresse pas. Montrez-moi comment vous gérez vos matières fécales. Et donc on lui a montré, donc c'est un quai comme ça. Derrière on gerbe les matières, mais surtout ce qu'il a vu c'est le toit. Voilà. Et quand il a vu un toit, il a dit bah là il peut tomber des hallebardes comme il tombe dans les Cévennes, hein, il peut tomber très très fort d'un coup, et il fallait qu'on puisse lui prouver que la matière elle ne peut pas ruisseler. D'accord? Donc la solution c'est pareil, tu vois, les années 2000. C'est sur une dalle de béton. Alors il m'a demandé. Il m'a dit parce que la circulaire 2009 a dit dalle de béton. Nous on sait que la dalle de béton c'est débile. Plein de raisons justement d'échange entre les vers de terre et tout le reste, et surtout que notre matière avec la sciure, elle est assez saturée en fait si tu veux, elle est plutôt sèche. Quand tu vas là-bas, c'est une matière qui est vraiment sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infiltration dans le sol. Donc le gars quand il est venu, il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que vous avez mis une dalle de béton parce que ça ne se voyait pas puisqu'il y avait plein de matière. J'ai écouté non, mais si vous voulez on vous la met. Il m'a dit non mais laissez tomber, c'est débile. Il avait raison, il le sait lui, c'est un technicien. Mais, oui, mais moi j'ai répondu oui s'il veut. On l'a pas fait, mais c'est parce que c'est débile. Et les gens qui sont. Ben oui, voilà. C'est ça madame. Donc, mais si vous voulez, après à un moment donné, c'est une question de terrain. Voilà, soit la personne elle dit non, je veux absolument vous mettre une dalle de béton. Ok monsieur, on vous le fait. Voilà, c'est là où l'attitude, on n'est pas braqué, on dit non, on va essayer de faire ce qui est un peu adapté et intelligent. Si on n'est pas tout à fait dans les clous, ben on va négocier, parce que ce qu'on a fait, on a fait 8/10 du boulot. Ils ne vont pas nous faire fermer parce qu'on n'a pas mis la dalle. Hein. D'accord ? Surtout si nous on dit ok, vous ne bougez pas, un coup de godet, le maçon qui arrive, il fait une dalle, et puis voilà monsieur, on a respecté la consigne. C'est pas un blasphème qu'on n'a pas fait, hein, c'est pas grave. Donc c'est toujours ça, c'est d'arriver à voir jusqu'où on peut aller, en toute intelligence, en toute bonne foi, parce qu'on sait que c'est mieux si on le fait comme ça, et puis ma foi, après on voit. Et là, en l'occurrence, le gars a dit non mais c'est bon, et c'est même Didier après qui m'a dit bon est-ce que je peux faire venir les techniciens, les collègues, parce que votre système nous intéresse. Bon. Donc c'est pour ça qu'en face de eux, on a aussi des êtres humains. La préoccupation qu'ils ont ces gens-là, c'est qu'on ne soit pas un danger pour l'administration, a priori elle est là pour ça. Alors ceux qui sont dans les bureaux, c'est un peu compliqué, mais ceux qui sont sur le terrain, le gars qui a vu ça, le gars qui allait voir là-bas, qui a vu le toit, etc., qui a compris comment on faisait, et les préoccupations qui sont les mêmes que les siennes qu'on avait eues nous pour se mettre à leur place, ben, le gars il est rassuré et puis il sort de là et il est content. Donc on s'est retrouvés et la solution c'est juste mettre un toit, hein. C'est pas pareil, c'est pas des solutions techniques, quoi.
ça cadre un peu le... Je raconte beaucoup d'anecdotes parce que c'est un peu comme ça qu'on suit aussi le type de posture et d'attitude qu'on a pu avoir, qu'on essaie de développer pour faire aussi de l'administration ou des lois plutôt des atouts, des alliés, et même de faire la loi aussi à un moment donné. Ça a été une découverte pendant qu'on a remodelé le côté juridique. La loi, ça vous le voyez maintenant avec les Panama Papers et tout ça, c'est une histoire très créative. Hein, je parlais de Google tout à l'heure, le sandwich irlandais, vous savez, qui est une mesure d'optimisation fiscale, qui fait qu'on crée des sociétés en Irlande pour après faire un compte offshore là-bas, etc. C'est ultra créatif. Hein. Les juristes sont des gens très créatifs pour permettre d'optimiser l'argent qu'ils gagnent. Mais c'est vachement créatif de faire ça. Donc on peut très bien demander aux juristes d'être créatifs pour d'autres choses que juste de l'optimisation fiscale. Et nous, ce qu'on a fait par rapport à ces histoires de prêts, de bail de droit commun, de machin, c'est de la créativité pure qui se sert des outils juridiques et réglementaires tels qu'ils existent pour en traduire un autre besoin qui est un peu nouveau et émergent dans la société, qui est des gens qui ont envie de se regrouper pour vivre une autre façon de faire société ensemble, qui essayent de mettre la nature et l'humain un peu plus au cœur de leurs préoccupations, notamment en essayant de répondre à cette problématique qui est de revenir à un impact, une planète quoi. Voilà. On n'en a qu'une. Aujourd'hui, on vit en France, je crois que c'est 4 ou 5 planètes. Hein. On a un niveau de vie qui demanderait 4 ou 5 planètes. Je crois qu'on a épuisé nos ressources déjà il y a je ne sais plus combien de semaines. Là. Vous savez, la population mondiale a épuisé les ressources de la planète là, il y a déjà un bon moment. Donc là, déjà, on vit sur du crédit pour les générations futures, là aujourd'hui. Donc là, l'un des objectifs de ce projet-là, c'est de se dire, est-ce qu'en vivant d'une autre façon, mais sans renoncer quand même aux acquis, notamment le confort thermique, il n'est pas question d'avoir des chambres à 0 en hiver, enfin vous voyez, des choses comme ça, on essaie de rester dans quelque chose de cohérent en termes de mode de vie. Est-ce que sans renoncer à ces acquis-là, on va revenir à une planète? Nous c'est ça, et dans 10 ans j'espère qu'on aura répondu à cette question. On va avoir les indicateurs. Aujourd'hui on sait qu'on a diminué de moitié notre empreinte carbone, ça on le sait, il y a un bureau d'études Carbone 4 qui nous a fait ce bilan-là. Donc au niveau carbone on est divisé par 2, ça ne suffit pas, mais on y travaille. Au niveau de l'énergétique, je vous ai expliqué, on a divisé par 10. Donc là on est pas mal aussi, mais pour l'instant j'ai aucune idée si ça suffit, parce qu'on a encore une grosse marge de progression au niveau des transports, on a plein de choses encore à progresser, et l'idée c'est que d'ici 10-15 ans, on fasse un bilan global du mode de vie des gens qui vivent ici pour savoir si vraiment on est revenu à une planète. L'objectif il est là. Et j'aimerais bien qu'on puisse tous bosser à ça dans nos vies, parce qu'on a des gosses et que voilà, ça devient compliqué de justifier d'être sur cette planète si on ne travaille pas à avancer dans réduire la facture, quoi. La facture pour la planète. Et après, chacun son rythme, chacun ses compétences et ses talents, mais l'idée c'est de travailler à ça. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est une planète, s'il vous plaît, Laurent? Une planète? Oui, en termes de... Oui, c'est une planète? Mais pour moi, ça veut dire quoi? C'est en kilowattheure? C'est une consommation? Ah non, alors l'impact, c'est le footprint, tu sais... Je comprends les mots, oui. Mais à l'échelle personnelle, oui. Qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est un nombre de litres de gasoil? Oui, c'est quoi? C'est tout ça. C'est tous ces indicateurs cumulés. Alors il y en a. Alors Carbone 4 nous a expliqué qu'on n'est pas capable, par exemple, d'enlever l'impact entre guillemets des services administratifs, sauf à vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des routes, on n'a plus besoin des hôpitaux. Donc ça, c'est un impact qui est régulier pour tout le monde. D'accord? Parce que tous, en tant que citoyens, on a tous entre guillemets ce besoin, en tout cas en tant que citoyen, on est tous usagers de ces services-là. Donc ça, c'est un impact qui est fixe pour tous les gens qui vivent en France, par exemple. Et après, là où on a des leviers, c'est sur tout le reste. La façon que j'ai de me déplacer, de m'habiller, de consommer, absolument tout le reste, je peux avoir un impact dessus. Et l'idée, c'est sur ce reste-là, quel pouvoir j'ai, moi, aujourd'hui, de réduire ce besoin-là pour que la planète puisse fournir ces services entre guillemets dont j'ai besoin pour vivre de façon équitable à tout le monde et qu'il y en ait pour tout le monde, sans qu'elle prenne sur ses ressources. Puisqu'aujourd'hui on sait que les forêts diminuent, les océans se vident, et toutes ces choses-là font que le renouvellement n'est plus assuré. Ah. Ça va, c'est plus clair? Oui, c'est en gros toutes les ressources de la planète divisées par la population oui. de la planète oui. et ce qu'on peut consommer oui. pour que ça continue. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Okay. Et même dans la logique agroécologique ou permacole, c'est de dire je laisse une terre en meilleur état et plus riche que ce que j'ai reçu de mes parents ou de mes grands-parents. Parce que nous, en tant qu'humains, on est capable de générer une ressource beaucoup plus abondante parce qu'on va faire du compost, on va générer de la biomasse, on va travailler avec la nature et pas contre, et on va générer plus de richesse et encore plus de complexité par notre concours
bienveillant vis-à-vis des ressources de la planète. Et si moi j'ai envie d'aller voir par exemple le nombre de litres de gasoil que je peux consommer dans une année, etc., etc., Oui. il y a un endroit où je peux trouver cette information? Bien sûr. Ouais, Ah d'accord. oui, bien sûr. Tu vas faire ton inventaire, déjà tu vas renseigner, donc là c'est vraiment les agences Mais même sur internet aujourd'hui tu peux trouver. D'accord. Voilà, il y a l'ADEME qui fait ça, qui te donne des bilans, tu vois, des questionnaires à remplir, tu vas dire bah, j'ai une voiture qui fait tant de chevaux, tel carburant, etc. Et tu vas voir tout de suite le bilan. Et c'est waouh, tu dis ah ouais je consomme tout ça. Et tu t'en rends pas compte des fois, tu dis mais attends, moi j'ai un mode de vie, j'ai des valeurs, etc. Puis tu t'aperçois, blum, ça tombe. Et des fois tu as un gars qui est sur Paris, qui est vegan, qui prend que le métro, qui roule en vélo ou je sais pas quoi, et qui a un impact qui est plus faible que moi qui suis en Sud-Ardèche, tu vois, juste parce que j'ai ma bagnole, même si c'est une toute petite voiture de 4 chevaux que je prends le moins possible, et que j'ai choisi volontairement avec un petit moteur pour essayer de consommer le moins possible, j'ai peut-être plus d'impact sur l'environnement malgré tout ce qu'on a fait. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut arrêter de croire que on y est quoi. On y est, on ne sait pas où on est tant qu'on n'a pas effectivement fait des relevés d'indications, quoi, des vrais indicateurs. Et il y a des gens ici qui ont commencé à renoncer à voyager par exemple. Voilà. Alors, on arrête de prendre l'avion, enfin vous voyez des trucs. Ça fait un peu ça quoi, ça fait oh là là mais attendez, moi j'ai la famille. Pardon ? Mais c'est ça, et c'est ça qui est très culturellement difficile à admettre. C'est-à-dire il y a des gens qui parlent de l'énergie comme d'une drogue. C'est-à-dire qu'en fait, on vit tous bien mieux que les plus grands rois des plus grands empires de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, mais elle est absolument extraordinaire. C'est que même le gars qui vit juste à la limite avec un RSA, mais qui a une petite bagnole ou quoi que ce soit, il a plus de capacité que tous les plus grands rois du monde n'en ont jamais eu. C'est fou, mais c'est du réel. Hein. C'est-à-dire qu'en pouvant se transporter comme on le fait là, pour un an ou pour un an, vous êtes là aujourd'hui, je veux dire, c'est un truc de fou. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas. Et tous ces trucs-là, c'est très violent en fait, de vouloir renoncer à ça, parce que quand vous demandez à un héroïnomane de décrocher de son héroïne, vous allez voir. Et bien là, je vais vous demander de faire pareil, vous allez voir. Comment c'est la colère, comment c'est la frustration, comment il y a tout qui monte, qui dit non mais vous rigolez. Et il y avait Bush qui disait le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Mais il disait ça, et il avait entre guillemets raison, parce que moi-même et vous, là, ça va vous chercher dans vos habitudes et dans ce que vous estimez comme étant un droit. Sauf que c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. On croit que c'est un droit, sauf que c'est juste une belle illusion de croire qu'on a droit à ça. En fait, on ne devrait pas avoir droit à ça. On y a droit, c'est le réel, mais c'est faux. On est campé sur une grosse barquette d'illusions là, qui n'est pas vraie, qui est pas durable. Donc c'est vraiment tout ça qu'on pétrit hein, dans ces moments-là, et on se dit mais oh, ça nous emmène loin. Là, d'un seul coup, on était derrière une phyto, on venait visiter un petit village écologique sympa. Et puis on repart avec des fois des questions un peu lourdes parce que si on fait la boucle de tous les enjeux auxquels ça nous confronte, et croyez pas que moi je suis mieux que vous, hein. C'est pas vrai. Est-ce que vous croyez aussi dans l'avenir des énergies propres Oui, mais à grande échelle? Moi ce que je crois aujourd'hui, je vais vous dire ce que je crois, c'est qu'il me semble, dans l'état actuel de mes connaissances, qu'on pourra s'en sortir selon plusieurs cas de figure, mais il y en a un au niveau de l'énergie, c'est qu'on ne captera l'énergie qui n'est que disponible dans l'instant T. Parce que j'ai appris que l'énergie c'est une folie à stocker, et que du coup il fait beau, avec toutes les réserves que j'ai sur les cellules photovoltaïques, parce qu'on sait très bien que leur impact est absolument désastreux sur l'environnement, avec les mines, avec les terres rares et tout ce que... Donc je sais pas, mais ce que j'imagine, c'est que si on veut un truc vraiment durable, on aura de l'énergie quand il y a la ressource. C'est-à-dire peut-être quand il pleut, l'eau tombe des toits et on fait tourner des turbines et on a l'électricité. Je dis n'importe quoi parce que là c'est encore des grosses intelligences qui devraient se pencher sur ces problèmes. C'est pas moi. Mais l'idée que j'ai, c'est qu'on pourrait aussi mettre le paquet sur les machines à énergie métabolique. C'est-à-dire que moi, plutôt que de faire mon vélo d'appartement, on fait un système à 2 ou 3, puisque pour restaurer des machines, apparemment il faut être 2 ou 3, on fait des vraies machines durables, pérennes, qui vont nous permettre de nettoyer notre linge, et en même temps de se tenir en forme. Enfin, je sais qu'il y a des solutions, je ne suis pas inquiet. Le truc c'est qu'il faut mettre de la matière grise, plutôt que d'aller faire un pique-nique dans l'espace, on peut mettre de la matière grise pour créer une société vraiment durable à grande échelle. Et ça, effectivement, les grandes écoles comme Centrale, Polytechnique, etc., elles ont toute leur place pour nous créer les conditions de cette vie-là. Mais ça veut dire qu'on remet en forme, un peu comme ici, on a reconçu un peu
on est parti un peu vierge de tout présupposer en disant ah oui, ben, c'est ce qui est pertinent, c'est de faire avec de la paille parce que la paille elle pousse là et voilà. Et ben là c'est pareil, il faut partir vierge de toute considération et aller vraiment à l'essentiel des solutions qui vont nous permettre d'être durables au niveau énergétique, au niveau des ressources. Et ne pas négliger ma ressource à moi. Parce que mon corps, il produit de l'énergie et en produisant cette énergie-là, je peux adapter des choses pour que je sois moins dépendant d'une énergie qui viendrait d'ailleurs. Donc c'est tous ces trucs-là qui sont devant nous. Donc moi j'adore parce qu'en même temps, c'est en même temps un super chantier qui est devant nous. On a des marges de progression, mais délirantes par rapport à là où on vient. Comme disait mon père, en partant de zéro, on ne peut que progresser. Nous, on est à moins 100 là. Donc à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, c'est ultra spectaculaire. Parce que vous voyez, on a fait x10. Waouh, c'est énorme. Mais dites-vous que demain, vous pouvez vous mettre en quête d'avoir un apport substantiel qui va être hyper spectaculaire par rapport à d'où on vient. Parce qu'on est dans tous les domaines, on est à la rue complet, quoi. On n'est pas bon partout. Il y a très peu d'endroits où on est très bon aujourd'hui, en termes d'impact sur l'environnement, j'entends. Donc c'est pour ça qu'on a un champ de possibles là qui est ouvert, qui est quand même important. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais... Ouais, à peu près. Mais en termes d'énergie, voilà, moi je me dis que l'énergie qui sera bonne, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça c'est très négawatt, c'est très vraiment de réduire à fond notre consommation énergétique et de consommer l'énergie quand on en a besoin, parce que moi j'aime bien que Internet me serve à justement prendre plein d'informations, etc. Et bien quand la ressource est disponible. Est-ce que vous avez dit que les photovoltaïques, c'est mauvais pour l'environnement? C'est ça que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup de réserves sur le photovoltaïque parce que je sais qu'on n'a pas encore vraiment prouvé de façon extrêmement sûre et certaine, imparable, si je cherchais le mot, que la durée de vie de votre panneau compense son coût pour la planète. Voilà, et le recyclage. C'est-à-dire que le service qu'il rend pendant sa durée de vie est vraiment bon au regard de ce qu'il a coûté. Parce que maintenant, je sais, il y a des entreprises qui prennent en charge le panel photovoltaïque. Oui. Et ils recyclent genre à 90-95% toute la matière pour faire de nouveau. Oui. Et ça, c'est de cradle à cradle, de la naissance à la naissance. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Moi, maintenant, j'ai envie d'avoir la boucle. C'est comme je vous dis sur moi, je me méfie, il y a plein de gens parmi vous qui est plus écolo que moi, j'en suis certain. Alors que moi, je vis dans un éco-village, on pourrait penser que. Moi, j'ai envie d'avoir vraiment les indicateurs, tous, un par un, avec cette inclusion-là. Et peut-être qu'on va s'apercevoir qu'au bout de tant de millions de panneaux solaires, ça commence à devenir... parce qu'il faut des usines pour faire ça. C'est comme l'histoire de la Prius, vous savez, la Toyota. Une Toyota Prius a un impact sur l'environnement qui est l'équivalent à, je ne sais plus si c'est 100 000 ou 200 000 km d'un Hummer, vous savez, le 4x4 de l'armée américaine. Ah. Quand une Prius sort de l'usine qu'elle a 0 km, elle a autant d'impact que le Hummer. Alors je ne sais plus si c'est 100 000 à 100 000 ou 200 000 km. Compris la construction du Hummer. Bien sûr. Donc c'est pour ça que le raisonnement par rapport à une solution, voyez-le à l'aune de son impact global. Et ça, c'est pour ça que nous, on a beaucoup eu confiance dans les ingénieurs qui avaient ce type de raisonnement. Et c'est pour ça qu'on est arrivé ensuite à des choses simples. Comme je dis, la paille, on ne se trompe pas. C'est un déchet agricole qui pousse à 2 km, on va être bon. C'est sûr. Voilà. Question. Et pourquoi vous êtes parti sur de l'habitat individuel alors que collectif, a priori, est beaucoup moins impactant Alors ici, on est un peu en semi-collectif. Parce que si vous dites aux gens que vous êtes qui sont en habitat individuel, vu comment on a resserré 20 maisons sur 4800 m², ils vont vous dire que c'est pas vrai. Parce que c'est quand même très 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 compact. Alors qu'il y avait de l'espace, on a encore des espaces constructibles, mais on a fait ça justement pour réduire au maximum. Après, vous avez raison, on pourrait faire encore, on pourrait mettre des étages et tout ça. Nous, après, c'était une question d'échelle, on voulait quand même... déjà, un éco-village, là, on est une cinquantaine de personnes, je peux vous dire qu'on n'en a pas parlé encore. Je pense que c'est bien d'y venir, d'ailleurs. C'est pas une... Dire, qui vit en éco-village? Nous en communauté. Ah, quand même. Ah, je vois un hochement de tête entendu. Donc voilà, quand on sait ce que c'est pas, on est des nouveau-nés aussi là. C'est-à-dire que les gens sont installés au plus tôt en 2011 et tout le monde était installé fin 2012. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est des nouveau-nés, on a 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans, on n'a juste rien fait. On a juste eu le temps de se prendre les pieds dans le tapis, là. Et pour l'instant, on est dans une phase de chaos créateur. Voilà. C'est-à-dire que on est dans une période de crise relative, puisqu'on a quand même 4 foyers qui s'en vont. Parce qu'effectivement, on n'a encore même pas écrit nos accords de base.
Il y a des trucs dans la gouvernance qu'on n'a pas encore fait, et il y a des gens qui le supportent plus ou moins bien. Et je peux vous dire que c'est pas une... voilà, il faut être prêt à vivre des trucs confrontants parce qu'on ne sait pas vivre dans un écovillage, on l'a jamais fait. Et demain, mettez-vous là, habitez là, vous allez